Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Dialogue politique en République démocratique du Congo. Le président du Congo voisin, Denis Sassou Nguesso, en visite familiale à Kinshasa, en a profité pour se pencher sur les négociations de sortie de crise. Au Sénégal, 100% des PME, petites et moyennes entreprises disparaissent dès leur première année de création. Des chiffres rendus publics lors du dernier panel de la rencontre des entrepreneurs à Dakar. Et les funérailles de Nana Afia Kobi, la 13e reine mère du royaume Ashanti, ont pris fin ce jeudi 19 décembre. Pour l'occasion, des milliers de personnes se sont rassemblées à Koumassi pour lui rendre hommage. En République démocratique du Congo, la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016 signé entre la majorité présidentielle et le rassemblement de l'opposition rencontre quelques difficultés. En visite familiale à Kinshasa, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville en a profité pour échanger avec quelques acteurs de la scène politique congolaise et la SENCO dans le but de faciliter la mise en application du dit accord. Reportage de Jacob Boka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Kinshasa dans la matinée du jeudi 19 janvier 2017 pour une visite familiale, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville en a profité pour s'enquérir de l'évolution de la mise en application de l'accord du 31 décembre entre la majorité présidentielle et le rassemblement de l'opposition. Un accord qui peine à être exécuté dans la mesure où les partis engagés ne s'accordent pas sur un certain nombre de points. Pour les évêques catholiques, les conseils du président Sassou Nguesso dans la recherche de la solution sont indispensables. Le président du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, l'une des personnes qui, dès le début, a encouragé la mission de bons offices des évêques, qu'il qualifiait d'ailleurs de dernier rempart. En des moments difficiles, il disait même que la SENCO, c'est la digue qui ne doit pas céder. Il était tout à fait normal qu'il en vienne aux nouvelles et c'était l'occasion pour les évêques de lui faire l'état des lieux de ce qui s'est fait actuellement et naturellement recevoir quelques conseils du sage. Parmi les points qui bloquent l'applicabilité de l'accord, c'est les refus par une partie de l'opposition, signataire de l'accord du 18 octobre, d'apposer sa signature à cet accord. Celle-ci, faisant bloc derrière le Premier ministre Sami Badibanga, pose des conditions avant de signer. Pour le Premier ministre, reçu par le président Denis Sassou Nguesso, la question des intérêts politiques doit être bien réglée. C'est d'abord une question de différentes composantes et de différentes forces politiques. Et deuxièmement, c'est une question d'intérêt politique par rapport aux forces en présence. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut une solution équilibrée et d'équité où on respecte la présence et la position d'un chacun. Séparés par une frontière fluviale de 2410 km et deux capitales qui se font face, la RDC et la République du Congo sont unies par des liens étroits depuis des années. La démarche du président Denis Sassou Nguesso rentre donc dans la logique de la recherche de la paix et stabilité dans un pays où les chaos ne seraient pas sans conséquences pour son propre pays. 258 projets d'investissement, c'est ce que compte réaliser la communauté urbaine de Douala au Cameroun. L'annonce a été faite ce 13 janvier lors du lancement du budget de la communauté. Un budget évalué à plus de 57 milliards de francs CFA et qui devrait permettre la construction d'une passerelle à l'entrée est de Douala, de moderniser la ville, mais également d'améliorer le quotidien des populations. Le secteur privé est de plus en plus menacé au Sénégal. Les petites et moyennes entreprises ont en effet une courte durée de vie sur la chaîne des activités économiques du pays. Et pour cause, la difficulté d'accès au financement et le coût très élevé des taxes et des impôts. Idolette Mirabel Bissou. Au Sénégal, 60% des PME, petites et moyennes entreprises, meurent dès leur première année de création. Des chiffres rendus publics lors du dernier panel de la rencontre des entrepreneurs RDE, le secteur privé sénégalais, qui est composé à 90% de PME, contribue à hauteur de 20% au produit intérieur brut. C'est un secteur pourvoyeur de débouchés qui concentre 30% des emplois créés dans le pays. Le secteur privé est relativement dynamique dans le domaine du secteur primaire, donc dans l'agriculture. L'agriculture
l'essentiel des producteurs, ce sont des Sénégalais. Maintenant, dans le domaine du commerce aussi, vous avez un secteur privé sénégalais très dynamique. Peut-être que c'est dans le domaine du secteur secondaire, donc l'industrie, où il y a encore des efforts à faire pour pouvoir bâtir une classe entrepreneuriale digne de ce nom. Les chefs d'entreprise soulignent entre autres obstacles qui entravent l'épanouissement des PME au Sénégal, les impôts et les taxes élevées, l'approvisionnement en énergie dans certaines localités, le difficile accès à la commande publique et au crédit bancaire classique, ainsi que l'approvisionnement en matières premières. La contrainte de financement, d'ailleurs, c'est le facteur majeur, à côté peut-être de l'étroitesse du marché, parce que pour pouvoir survivre, il faut, après avoir produit, vendre. Et très souvent, la PME est confrontée à la concurrence des produits importés, pour l'essentiel, qui viennent des pays comme la Chine. Le taux de mortalité élevé chez les petites et moyennes entreprises au Sénégal a toujours inquiété les pouvoirs publics et les acteurs du secteur. D'ailleurs, en 2014, une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie estimait à 855 le nombre de PME qui ont affirmé pendant l'enquête avoir cessé leurs activités. Selon le dernier recensement, le Sénégal compte 7000 PME-PMI formelles et près de 250 000 inscrites au numéro d'identification national des entreprises et des associations. Pour mieux prendre en compte les préoccupations des PME, le processus de recensement général des entreprises a été lancé en août 2016 au Sénégal. Grogne sociale au Bénin suite à l'interdiction temporaire de manifester à Cotonou, la capitale économique. Les raisons de cette interdiction, une indisponibilité des forces de l'ordre qui supervisent les opérations d'assainissement des espaces publics qui démarrent début février 2017. Reportage de l'EF Younou, notre correspondant au Bénin est commenté par Oumou Kalsumba. L'interdiction temporaire de marche et de manifestation assimilée à Cotonou, la capitale économique du Bénin, continue d'alimenter les débats. En prélude aux opérations de libération des espaces publics démarrées le 2 janvier 2017, le préfet du département du Littoral a, à travers un arrêté en date du 30 décembre 2016, interdit les marches et manifestations assimilées sur le territoire du 2 au 31 janvier 2017. Raison évoquée, l'effectif restreint des agents de la force publique. Ces derniers sont pour la plupart mobilisés pour les déguerpissements. Mais cette décision préfectorale, couvrant le mois de janvier 2017, peine à trouver un écho favorable auprès des citoyens. D'un point de vue purement juridique, on peut dire que cet argumentaire est un peu léger. Parce que si on met dans les plateaux d'une balance la jouissance des libertés et la difficulté pour le préfet d'encadrer ces manifestations qui peuvent se présenter des fois sous forme de sitting pacifique, les libertés ont un poids beaucoup plus important et le préfet ne peut pas préférer les casses ou la sécurité des casses à la jouissance des libertés fondamentales. Il y a environ 2 mois, 7 chaînes de télévision et de radio ont été suspendues par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour non-respect de leurs conventions. Toute chose que trouve anormale l'Union des professionnels des médias du Bénin qui avait d'ailleurs projeté les sit-ins les 13 et 18 janvier 2017 sur le siège de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour demander la réouverture de ces médias. Des manifestations qui ont été reportées en raison de l'application de l'arrêté préfectoral. Tout le peuple doit être prêt. Et nous, on est en train de fourbir nos âmes. On a déjà commencé. On est en train de fourbir nos âmes. Nous n'allons pas accepter que la liberté, ce que nous avons chèrement acquis, qu'on vienne empêcher. S'il n'y avait pas les libertés, ceux qui sont là aujourd'hui ne seront pas là. Au Bénin, la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique est garantie par la Constitution. Face à la décision préfectorale, des voies de recours pour établir la liberté d'expression et de manifestation dans le pays existent, notamment la saisine de la Cour constitutionnelle. Un recours que comptent faire certains syndicats qui trouvent cet arrêté restrictif pour leur liberté.
Les funérailles de la reine mère des Ashanti, Nana Afia Kobi, la 13e reine Ashanti, qui ont débuté ce lundi 16 janvier 2017, ont pris fin ce jeudi 19 janvier. La cérémonie, qui a duré 4 jours, ont rassemblé des centaines de dignitaires et de pleureuses dans la maison ancestrale du royaume Ashanti à Kumasi, la capitale et le siège du pouvoir du royaume, afin de lui rendre un dernier hommage. Corinne Kandem. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Kumasi, la 2e ville du Ghana, pour rendre hommage et célébrer la vie de la reine-mère du royaume Ashanti. Depuis lundi 16 janvier, se déroulent les funérailles de Nana Afia Kobi, la 13e reine Ashanti qui a régné pendant 39 ans et qui est décédée à l'âge de 111 ans le 14 novembre 2016. La cérémonie s'est achevée ce jeudi 19 janvier. En raison des attributs qu'elle possédait, le royaume a effectivement perdu un joyau. Nous espérons que Dieu Tout-Puissant lui donnera un lieu de repos paisible et nous espérons que par la grâce divine, nous trouverons un substitut approprié qui aura les attributs de la défunte. C'est notre souhait. Aussi connue comme la Sainte Tema, la reine-mère est considérée comme primordiale pour le succès du royaume. Des centaines de dignitaires et de pleureuses se sont rassemblés dans la maison ancestrale du royaume Ashanti à Kumasi, la capitale et le siège du pouvoir du royaume, afin de lui rendre un dernier hommage. Parmi les personnalités présentes figurait l'ancien président ghanéen John Dramani Mahama, le roi du Swaziland King Swati III, ainsi que des représentants de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Ouganda. L'influence historique du royaume le place dans les bonnes perspectives. Il occupe environ la moitié de la taille du Ghana actuel. Et c'est aussi un royaume qui a préservé la culture du Ghana, parce qu'il y a très peu de pays africains qui ont pu préserver leur culture. Les Ashanti font partie des civilisations les plus avancées d'Afrique. La communauté avait un système de gouvernance défini et une constitution respectée avant la colonisation britannique en 1874. Alors que la culture de nombreuses communautés africaines disparaît lentement en raison des influences modernes, l'un des rôles clés du leadership Ashanti est de préserver le patrimoine culturel du royaume. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.